Bienvenue à tous. Comment tirer parti du vaste potentiel du patrimoine culturel et naturel de l'Afrique? L'UNESCO maintient le flambeau de la sensibilisation mondiale. Objectif, renforcer la coopération pour sa sauvegarde au niveau local, régional et mondial. À l'occasion de la journée du patrimoine mondial africain, célébrée chaque 5 mai, nous en parlons sur ce plateau avec deux invités. D'abord, monsieur Labounaman Nata. Vous êtes conseiller culturel, ancien conservateur du site Koutamakou et puis vous êtes secrétaire général de la Commission nationale du patrimoine culturel. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Nata. Merci, Monsieur Gaëtan. Le plaisir est à moi. Le deuxième invité, c'est vous, Monsieur Adama Ikoué. Vous êtes directeur du patrimoine culturel au ministère togolais de la culture et du tourisme. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est plutôt nous qui vous remercions pour l'opportunité. Alors, Monsieur Aïkoué, vous gardez la parole. Quand on parle de patrimoine mondial africain, à quoi fait-on concrètement allusion? Déjà, on fait surtout allusion à une convention, la convention de 1972. On l'oublie souvent, il y a une petite histoire derrière. Et au temps de Nasser, il y avait la politique des grands travaux. Nasser devait Vous parlez de Nasser, l'ancien président égyptien. En Égypte, d'accord. Donc il devait faire le barrage, réaliser le barrage. Mais le barrage devait inonder les monuments de l'ancienne Nubie, dont Abou Simbel. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne va quand même pas empêcher l'Égypte d'avoir de l'électricité, mais il ne faudrait quand même pas détruire ces sites vraiment intéressants. Bon, c'est là où la communauté internationale a fait une levée de fonds pour sauver Abou Simbel. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, quand on parle du patrimoine mondial, c'est la convention de 72. Donc c'est là où l'UNESCO a fait une levée de fonds pour que Abou Simbel soit sauvé des eaux. Bon, en fin de compte, Nasser a eu son barrage, le barrage d'Assouan, et les monuments de la Nubie ont été découpés comme de la banane, puisque c'était de la pierre et tout ça là. Comme vous voyez aujourd'hui, ces monuments-là, vous allez voir les traces du découpage. Donc ces monuments ont été découpés, rassemblés et allés quelque part plus loin, un lieu sur le relevé, on les a entreposés là-bas. Donc c'est la première fois qu'il y a une mobilisation internationale pour sauver ce qui appartient désormais à l'humanité. Donc la valeur universelle exceptionnelle des temples d'Abou Simbel a interpellé la communauté internationale et il faut vraiment que des sites aient aujourd'hui une envergure internationale, que ces sites appartiennent à toute l'humanité parce que ces sites ont des valeurs universelles exceptionnelles. Alors, Monsieur Nata, des sites à valeur universelle, aujourd'hui, une journée du patrimoine mondial africain, j'ai envie de vous demander véritablement quelle est sa raison d'être. Et oui, la journée du patrimoine mondial africain, en fait, permet de mettre en exergue donc, tous les biens matériels, aussi bien matériels qu'immatériels, dont regorge le continent africain. Donc, quand on parle du patrimoine mondial, et comme le directeur du patrimoine vient de le dire, donc, ce sont des biens qui ont une valeur universelle exceptionnelle. Des biens donc, qui quittent donc, le domaine national ou bien le niveau national donc, pour appartenir à l'universel, c'est-à-dire à l'humanité. Donc, le 5 mai est une journée consacrée justement au patrimoine mondial africain. En fait, cette journée permet de mettre la lumière, de mettre plein feu sur le capital patrimonial que le continent africain a. Voilà. Alors, Monsieur Aïkoué, deux notions à retenir, les biens matériels, les biens immatériels. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut les décrire? Les biens matériels qui font partie de ce patrimoine et les biens immatériels. Bon, j'évoquais tout à l'heure la convention de 1972. Cette convention ne parle que des biens matériels.
bon, des biens tangibles, des biens qui convoquent des sens comme la vue et le toucher. C'est des biens qu'on peut voir, c'est des biens qu'on peut toucher, comme le Koutamakou, d'accord. L'unique bébé que nous avons en matière de patrimoine. De patrimoine au Togo. Au Togo, dont on va parler peut-être abondamment. Maintenant, les biens immatériels, les biens intangibles. Donc, c'est des biens qui convoquent les autres sens. Et c'est l'esprit qui se représente ces biens-là. Donc, ça peut être ce qu'on entend, comme la musique. Quand je prends la voix de Bella Bello, personne n'a vu la voix de Bella Bello, même si elle est fixée sur le support. Quand elle passe, on se l'imagine. Donc, c'est un patrimoine immatériel. Donc, on voit que les autres sens, comme le goût, le bon qu'on prend le matin, il est bien vrai que, bon, on voit comme on mange, mais derrière, il y a une recette de cuisine, il y a un savoir-faire. Donc, c'est ça, en fait, l'immatériel. On convoque le goût, on convoque l'odorat, et voilà, quoi. Donc, bref, c'est des réalités que l'esprit perçoit dans son imagination, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir. Donc, alors, Monsieur Nathan, ouais. Malgré ces grandes richesses, il semble que l'Afrique ne bénéficie pas véritablement de la même attention au niveau mondial. Les biens africains ne représentent que 12% de tous les sites inscrits dans le monde. Comment on peut l'expliquer? Bon, c'est une réalité, c'est vrai. Au niveau des biens du patrimoine mondial, nous recensons à peu près 1154 sites qui sont donc inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et l'Afrique n'a que 98 sites inscrits, tout type confondu. Bon, 98, c'est peu par rapport à ceux-là qui sont inscrits. Alors, quelle peut être la raison? Les raisons sont diverses. C'est vrai que les États africains, la plupart des États africains n'ont pas ratifié, comme le disait le directeur du patrimoine culturel, n'ont pas ratifié à temps donc la convention de 1972. Et donc de ce fait, ça veut dire que la plupart de leurs biens ne sauraient être inscrits donc sous cette convention. Et donc c'est l'une des raisons. Mais au-delà de cette raison, il faut reconnaître quand même que il y a un certain nombre de difficultés que ces États africains donc rencontrent, difficultés liées parfois à disons à la méthodologie d'inscription, parce que pour inscrire un bien au patrimoine mondial de l'UNESCO, il faut un certain nombre d'étapes. C'est tout un long processus. C'est un long processus. Et donc, ce n'est pas du tout aisé pour tous les États de le faire. Peut-être par manque donc de techniciens attitrés pour le faire. Et donc, voilà l'une des raisons donc, qui explique peut-être le fait que au niveau des biens du patrimoine mondial, l'Afrique soit sous-représentée. Sous-représentée, Monsieur Ayikoue, vous partagez cette explication? Ouais, le SG de la CNPC a tout dit. En fait, il y a un souci au niveau du montage en Afrique. Vous savez, on n'a pas les moyens, il faut les moyens humains, les moyens financiers pour monter un dossier. Bon, la preuve, l'année prochaine, ça fera 20 ans que le Koutamakou a été inscrit. Ouais, en 20 ans, nous n'avons rien fait pour avoir un deuxième bébé. Donc, bon, si nous regardons un peu autour de nous, le Bénin a les palais royaux d'Abomey, le Ghana a 2 sites, l'habitat Ashanti et les forts au niveau de la côte, les forts esclavagistes au niveau de la côte, voilà. Le Burkina a 2, l'Europénie et la métallurgie ancienne du fer. Bon, il n'y a que certains États qui ont fait vraiment des efforts, hein. Les États du Maghreb, eux, ils ont une dizaine. L'Égypte, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie ne blaguent pas. Surtout, ils ont su classer les vieilles villes, les vieux quartiers, ce qu'ils appellent la Casbah ou bien la Médina. Ils ont su sauvegarder ce vieux tissu qu'on n'a pas à Abidjan, qu'on n'a pas à Lobé, qu'on n'a pas à Cotonou. Alors, l'autre réalité, Monsieur Ayikoue, c'est que selon les experts, 85 à 90%
du patrimoine africain serait hors du continent. Or, depuis 2019, des pays ont soumis des demandes de restitution et au niveau de certaines puissances occidentales. Alors, de quelle marge de manœuvre le continent africain dispose-t-il pour entrer en possession de tout son patrimoine? Bon, d'une manière générale, depuis le rapport de Felwine Sarr et de sa collègue, quelque part, le ton est donné. Il faut maintenant demander. Il faut demander. Les pays qui ont demandé ou bien qui sont en passe de demander, bon, les lignes commencent pas à bouger. Et maintenant, pour recevoir, il faut avoir une structure pour l'accueillir. Donc, vous savez, c'est toute une logistique qui est en branle. Et je crois que c'est plutôt cet aspect qui va booster le tourisme, l'intérêt que les gens ont à revisiter un passé vraiment ancien. Vous avez vu tout ce qui s'était passé à Cotonou autour des 26 trésors royaux. Et moi, je vois plutôt un regain d'intérêt. Aujourd'hui, c'est une fierté nationale. Hein. Chacun réclame. Bon, puisqu'on est au Togo, c'est l'occasion d'en parler. Bon, quand les objets, les 26 trésors royaux ont atterri à Cotonou, les gens disent, mais et nous, qu'est-ce qu'on attend? Bon, il est bien vrai que dans ce rapport, le rapport dont je parlais, l'inventaire a été fait. Donc, nous aussi, nous avons des objets quand même au musée du Quai Branly. Mais la plus grande partie se trouve en Allemagne. Et il y a une coopération quand même universitaire qui est en branle actuellement. Pour étudier cette pour question. Pas étudier les questions, mais pour le retour. Puisque toute la documentation qui avait accompagné ces objets dans le temps, toute la documentation est en allemand. Donc, il va falloir traduire pour qu'on puisse avoir la réalité, quoi. La réalité des choses. Donc, en réalité, ça ne va pas être aussi facile par rapport... si les biens étaient dans un pays comme la France, où on peut facilement déchiffrer le français, mais avec ce handicap qui est l'allemand, c'est un peu compliqué. Puisqu'aujourd'hui, en Allemagne, on a les voies, on a même les restes humains, on a les biens mobiliers. Donc, il y a une panoplie d'objets que nous avons qui attendent d'être rapatriés. Alors, Monsieur Nathan, vous qui avez été conservateur du Koutamakou, notre seul bébé, comme le dit le directeur, alors quel avantage confère à un pays l'inscription d'un de ces sites au patrimoine mondial de l'UNESCO? Oui, disons que l'inscription d'un site au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un peu comme un tremplin pour ce site. C'est un tremplin qui est offert aux biens, disons au pays, donc pour sa visibilité. Alors, dans un premier temps, la communauté détentrice du bien qui est inscrit est déjà à l'honneur. Cette communauté-là et donc est sous les feux, cette communauté est connue. Et nous avons également les retombées touristiques qui suivent après l'inscription. J'ai souvent l'habitude de comparer donc un site inscrit au patrimoine mondial à un marché qu'on crée dans une communauté, dans un village, dans une ville. Et donc, quand le marché est créé, par exemple, il faudra que donc, les gens de la communauté se mobilisent et apportent donc, des marchandises dans ce marché-là pour qu'il y ait des échanges. Alors, quand je prends le cas du Koutamakou, que vous avez géré, qu'est-ce qui a pu changer depuis qu'il a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO? Il faut dire que les populations ont bénéficié d'une certaine façon de cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO par justement, disons, l'arrivée ou l'affluence des touristes qui viennent visiter et également par tout ce qu'ils offrent. Tout ce qu'ils offrent à ces visiteurs qui arrivent et qui ont enfin ça apporte de l'argent au niveau local
mais également au niveau du pays. Et donc voilà, c'est une fierté également pour le pays, c'est une fierté pour la communauté détentrice du bien. Et voilà. Une fierté nationale, Monsieur Ayikoué, on parle de Koutamakou, le seul site togolais inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, ça va faire presque 20 ans que ça a été effectif. Alors, qu'est-ce que nous pouvons, de quoi nous pouvons nous vanter depuis qu'il a été inscrit? Bon, j'aimerais ajouter un peu de l'eau au moulin du SG. En fait, vous savez, l'inscription d'un site, c'est après une décision politique. C'est l'État qui dit, bon, moi je vais inscrire tel site. L'UNESCO ne vient pas labelliser pour dire que le site est bon. Si vous ne montez pas le dossier, vous ne soumissionnez pas. Et si l'UNESCO n'envoie pas des experts pour étudier le dossier, les experts de l'ICROM, les experts de l'ICOMOS, pour venir voir ce qui se passe avant que le dossier ne soit soumis, vous n'aurez rien. Donc l'UNESCO n'est pas à Paris et puis labellise les sites. Donc je donne tout cet exemple-là pour vous dire que la Tour Eiffel aujourd'hui, si vous regardez sur la cartographie des sites mondiaux classés sur la liste du patrimoine mondial, il n'y a pas la Tour Eiffel. Et pourtant, vous connaissez la fréquentation de la Tour Eiffel. Donc l'État français s'est dit, bon, c'est notre Tour Eiffel, quoi. On n'a pas besoin de mettre la Tour Eiffel sur la liste du patrimoine mondial. On la met ou on ne la met pas, c'est la Tour Eiffel, et puis bon, on aura la fréquentation qu'on veut. Donc c'est ça aussi. Bon, il faudra aussi dire cela. Il faudra aussi le souligner, tout à fait. Maintenant, pour revenir à votre question, vous savez, aujourd'hui, le porte-étendard de notre tourisme, c'est le Koutamakou. Il y a des gens qui sont à des milliers, des centaines de milliers de kilomètres, qui ne connaissent pas le Togo, mais qui connaissent le Togo à travers Koutamakou, comme on connaît le Togo à travers Adébayor. Donc, c'est le porte-étendard, c'est la mascotte, voilà. Donc, moi, je me dis, s'il n'y avait pas ce label-là, on ne serait pas en train de vouloir classer encore d'autres sites. Les pays ne seront pas en train de se battre pour avoir des sites. Donc, tout à l'heure, j'allais parler des autres pays africains. Vous prenez des pays comme le Sénégal, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud. Ils avoisinent déjà les 10. Alors que nous, on est encore scotché au seul site. Et puis, tenez-vous bien, pour la petite histoire, en Afrique du Sud, le site du patrimoine mondial le plus fréquenté, c'est la prison de Nelson Mandela, Robert Anselin. Tous ceux qui visitent l'Afrique du Sud veulent aller voir là où Nelson Mandela a passé les 27 ans. De sa vie. De sa vie, et à faire aussi les travaux. Oui, chers invités, nous allons marquer une toute petite pause. Le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.